Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Sailing Café qu'on va consacrer à l'énergie à bord. Donc c'est le rendez-vous des acteurs professionnels du nautisme, de la course au large et du transport à la voile. Et donc aujourd'hui on a voulu vous parler d'énergie, on voulait faire le point un petit peu à la veille d'un départ de transat. Le bateau est une entité assez intéressante sur ces questions d'énergie, puisque le bateau doit être autonome en énergie sur un trajet donné, que ce soit pour la propulsion, pour les bateaux à moteur ou pour alimenter tous les systèmes électriques à bord, entre autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est sur un bateau, on prend très rapidement conscience des limites énergétiques et de la nécessité de faire des économies, en tout cas d'optimiser ces systèmes. Si on prend l'exemple des grandes courses océaniques, un skipper doit non seulement naviguer, mais aussi produire toute l'énergie indispensable à sa survie et à la performance du bateau. Il n'y a pas de ravitaillement possible quand on fait un tour du monde, il n'y a pas de place pour le gaspillage. Chaque watt compte, chaque source d'énergie doit être optimisée. Et aujourd'hui, la course au large continue à jouer son rôle de laboratoire flottant, notamment en matière d'énergie renouvelable. Les bateaux de course sont de plus en plus monitorés et équipés de technologies toujours plus sophistiquées pour la navigation, pour les radars, les quilles basculantes, le désalinisateur, les systèmes de communication et puis même parfois un peu de chauffage quand on est dans les mers du Sud. Et donc les skippers de ces courses extrêmes cherchent à réduire leur consommation de gasoil et exploitent tout ce qui les entoure, à savoir la mer, le soleil et le vent. Donc, ils ont dû repenser leur gestion énergétique pour concilier performance, légèreté et respect de l'environnement. Dès 2008, je vais dire deux mots de Watt&Sea qui a commencé à intégrer des hydrogénérateurs dès 2008. Ça a quand même révolutionné un peu la gestion de l'énergie à bord. On dit qu'à 11 nœuds, ces générateurs peuvent fournir suffisamment d'électricité pour alimenter tous les équipements à bord, voire même de stocker un excédent. Au dernier Vendée Globe, les 100% des IMOCA étaient équipés de ces hydrogénérateurs. Et il y a 4 skippers qui l'ont utilisé à 100% comme Conrad. Et là, Rowan nous racontera un petit peu plus. Et aujourd'hui, donc, cette société travaille pour le transport à la voile. Donc, on voit bien ce transfert de la course au large au transport à la voile. Donc, ils équipent les 2 grains de sel, par exemple, qui est capable de produire 10 kW à 13 nœuds. Donc, c'est voilà, une maison que standard, c'est entre 6 et 9 kW. Donc, on est sur des capacités de production assez intéressantes. On a visité très récemment le néoliner Origin, donc qui lui utilise un alternateur sur son arbre d'hélice pour alimenter le navire en électricité et qui pourra après se transformer en hydrogénérateur, donc après une série de tests avec une hélice qui va s'adapter en fonction des conditions de vitesse et de vent. Si on parle des panneaux solaires, donc ils ont progressivement remplacé les éoliennes qui étaient un peu encombrantes sur le pont, mais qui commencent d'ailleurs à refaire leur apparition un peu en tête de mât. Des éoliennes plus petites, mais aussi efficaces. Et donc, on va voir avec nos invités comment ces innovations transforment la navigation, quels sont les enjeux pour l'autonomie, pour la décarbonation. Est-ce qu'on peut parler de mix énergétique entre le solaire, ces hydrogénérateurs, les autres modes de production d'énergie? Et puis, peut-être que ces innovations maritimes se retrouveront peut-être un jour aussi sur Terre. Et donc, les invités du jour, donc on a Rowan Gide, qui est donc team manager de l'équipe de Conrad Coleman. Bonjour Rowan, est-ce que tu peux nous dire bonjour Arnaud. Présenter? Oui, en fait, je m'appelle Rowan Gide, je suis d'origine néo-zélandaise. Je suis basé en France à cause de ce phénomène de course au large en France. Et, moi, je suis basé dans le sud, mais je voyage beaucoup en Europe pour des raisons de partenariat, des évolutions
technologie, à la recherche toujours de nouvelles choses à impliquer sur notre bateau et sur l'équipe. On va parler plus tard, mais le sujet des énergies à bord, c'est très, très important pour nous parce qu'on se positionne comme une des équipes plus vertes de flotte. Ok, merci. J'ai Jean-Marc Kubler, donc le fondateur et dirigeant de la société EOL. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Jean-Marc Kubler et je dirige la société EOL, dont l'objet est de faire des toiles solaires organiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise une technologie solaire photovoltaïque qui est propre, sans terres rares, fabriquée en Europe, qui s'appelle les OPV, 100% recyclable, et qu'on encapsule cette technologie à l'intérieur de membranes qui nous permettent de faire ce qu'on appelle des tissus solaires organiques qui sont 100% recyclables et à très très bas carbone. On va revenir sur le projet juste après, si tu veux bien. Et donc, on a fait, avec ça, on peut faire des voiles. Et on a fait un premier prototype dont je vous parlerai, en 2022, si je ne vous dis pas de bêtises. On en est au 6e proto à peu près. Voilà. Ok. Et donc, Paul Régnac, qui est donc architecte naval à la société Mauric. Bonjour, Paul. Bonjour Arnaud. Oui, donc je suis architecte naval depuis 10 ans chez Mauric et chef de projet. Et j'ai notamment travaillé sur le projet de la Tara Polar Station, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, plus en détail durant ce webinaire. Oui, merci Paul. On s'était dit que oui, la station était un bon sujet d'autonomie et énergétique en particulier. On va commencer par Rohan. Effectivement, tu travailles avec un skipper, Conrad, qui a fait 2 Vendée Globe à son compteur sans avoir dépensé la moindre goutte de gasoil, si je me trompe. C'était vraiment un objectif de Conrad, de montrer que c'était possible. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu et puis nous dire un petit peu le contexte du projet aujourd'hui, ce qui t'amène ici et ce qui nous a amené à nous rencontrer il y a quelques jours et accueillir une délégation néo-zélandaise. En fait, je viens de voir le gars, il vient d'atterrir au Havre avec le convoyage, donc tout va bien. Le bateau est intact. Et, en fait, Conrad est un caractère très exigeant. Il se communique très, très bien et il est capable de s'exprimer bien cette philosophie de verre. Et en fait, qu'est-ce qui est étonnant? Nous, comme équipe, on ne parle pas beaucoup de sustainability, de choses vertes, parce que ça fait partie de nos fabriques. On voit souvent les équipes, et ce n'est pas unique dans la voile, hein, on voit les équipes de foot dans tout le sport qui parlent beaucoup de sustainability, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais en fait, nous, on ne communique pas beaucoup, on communique avec nos actions. C'est-à-dire, si vous voyez qu'est-ce qu'on fait sur le bateau, par terre, et avec les partenaires, etc., c'est un cycle 360 qui fait partie de notre quotidien. Donc, qu'est-ce qui est spécial par rapport à Conrad et ses campagnes? En fait, il a fait 4 tours du monde déjà, 2 Vendée Globe, comme vous avez cité Arnaud, et notamment en 2016, le premier de faire ça sans bouler avec des énergies fossiles. C'est-à-dire, la plupart des skippers de bateaux, déjà, on est obligé par la classe de l'amener à un moteur thermique avec un certain nombre d'essence. Par exemple, le minimum, c'est 10 litres de diesel, qui n'est pas très cohérent, le moteur diesel avec nos systèmes. Et c'est à partir de 10 jusqu'à 300 litres, par exemple, qui est un montant énorme. Avec cette diesel, les autres skippers, ils allument le moteur dans ce temps pour augmenter l'énergie à bord,
pour n'importe quoi, le watermaker, les instruments de navigation, etc. Mais qu'est-ce qui est unique chez Conrad? On n'allume jamais cette moteur. On est obligé de le ramener quand même. Donc, oui, dans les règles, c'est obligatoire hein, pour des questions de sécurité d'avoir un moteur diesel au cas où. Tout à fait. En fait, Conrad, il était dans des situations un peu difficiles, entre guillemets. Et lui, chaque fois, il a remarqué, en fait, c'était plus safe de naviguer à la voile, quand même. Donc, on met toujours en question cette stratégie de la classe, mais c'est vrai qu'on a un période en évolution. Donc, 2016, c'était le premier. 2024, ils viennent de finir un autre, et 2025. Et toujours sans énergie fossile. La plupart de l'énergie, c'était produit par des panneaux solaires chez Solbian, des hydrogénérateurs, que vous avez cité avant, Arnaud, des batteries. Et en fait, ça, c'est juste quelque chose à bord. Et nous, comme équipe, c'est vraiment de pratiquer les mêmes actions par terre aussi. Donc, on roule avec des voitures, des utilités électriques. On promeuvait les technologies locales qui n'utilisent pas d'essence, etc. On roule toujours à vélo. On prend que des trains. Par exemple, qui n'est pas idéal parfois. Pour venir entre faire Marseille-Le Havre. Marseille-Le Havre. On fait des sacrifices et on peut faire des autres choses pendant ça. Est-ce que entre les deux Vendée Globe, il y a eu beaucoup de modifications du bateau sur les équipements? On sait que Wattensi améliore ses systèmes aussi d'année en année. C'est quoi la différence entre les deux tours du monde? Ouais, je vais être très franc. Avec Wattensi, c'est une boîte incroyable. Ils sont en train de faire des jolies choses, mais c'est vrai, un Vendée Globe, c'est un vrai test de matos. Hein. Oui. Donc, si vous faites un tour de bateau après un Vendée Globe, la plupart des matériaux, ce n'est pas Wattensi, hein, toutes les choses sont bien cassées, à utiliser, etc. Donc, on doit toujours trouver cet équilibre entre la rigidité, la solidité de produit, mais quelque chose qui peut être recyclé après vie, etc., etc. Donc, on a vu quelques modifications chez les hydrogénérateurs. Les technologies de batterie, lithium, cobalt, etc., ça augmente tous les jours qui est bien parce que pour nous, c'est une équipe de performance, donc on doit toujours diminuer le poids sur le bateau. Mais en fait, ça ouvre un autre sujet et c'est par rapport, tout le monde nous demande, mais vous perdez de vitesse, de performance avec cette mentalité électrique. Mais non, pas du tout, parce qu'on a diminué le montant de diesel, le poids de 300 litres, c'est énorme. Hein? Donc, on n'a plus de ça sur le bateau. Oui. Donc, on peut stocker avec plus de batteries, etc. Tu remplaces ce gazole par des batteries, en fin de compte. Et exactement. À des masses similaires, quoi. Et on va entendre Jean-Marc après, mais la technologie de panneaux solaires, avec la collaboration de plusieurs sociétés en Europe et ailleurs, avance très bien aussi. Mais il y a toujours des travaux à faire. D'accord. Merci. Je vais passer la parole à Paul. Donc, on va prendre un petit peu de recul. Donc, Mauric fait beaucoup de sortes de bateaux. On a vu, je parlais du Neoliner, je crois que vous étiez aussi impliqué dans ce projet-là. Tu m'avais proposé, pour préparer ce webinaire, de parler un petit peu d'autonomie, de décarbonation. Est-ce que sur les plus gros navires, du coup, quel est le sujet? Alors, on sait bien que la propulsion thermique a encore quelques jours devant elle. Et tu nous avais proposé de nous parler un petit peu de décarbo. Tout à fait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon.
C'est parfait. Oui, donc Mauric, donc on est, tu l'as dit tout à l'heure, un bureau d'architecture navale. On a 3 sites à Marseille, à Nantes et en Belgique. Et on travaille sur des navires principalement professionnels entre 10 et 150 mètres, et avec tout type d'énergie, de système de propulsion, tout type de matériaux aussi, hein, de la construction métallique, du composite. Le sujet de la décarbonation est au cœur de nos travaux actuellement, et on va dire presque le premier sujet qui vient quand on a un armateur qui vient nous voir pour parler d'un nouveau navire. Au-delà de l'esthétique ou de la géométrie du navire ou de ses capacités, un des sujets majeurs qui vient, c'est la décarbonation. Et donc, je voudrais vous proposer de commencer par prendre un peu de hauteur sur la décarbonation et les leviers finalement qu'on a sur les navires, mais même plus globalement, le service ou ce qu'assure le navire dans son ensemble. Sur quoi on peut, nous, agir dans nos travaux de conception. Donc, on a 3 axes principaux. Le premier, le plus évident, hein, enfin, pour les navires professionnels, je mets à part ceux qu'on commence à avoir avec la propulsion vélique, mais finalement, dans la tête de beaucoup de personnes, un navire de commerce, c'est d'abord une grosse boîte en acier ou autre avec un gros moteur diesel. Et donc, ce qui vient en premier, c'est les sources d'énergie, la production d'énergie à bord, sur quoi on peut agir. Et là, on a un panel énorme de solutions qui existent, qui sont en cours de développement, en cours de maturation technologique pour certaines, plus abouties pour d'autres, en agissant sur le carburant, sur la manière de transformer l'énergie, donc en utilisant à la place d'un moteur une pile à combustible par exemple, en utilisant des sources d'énergie gratuites. On pense au vent, et le Vélic pousse très fort en ce moment sur les navires de commerce de taille intermédiaire. Et donc on a énormément de leviers et de possibilités sur ces sources d'énergie, sur la production à bord. Mais c'est finalement pas le seul, c'est la première chose à laquelle on pense, mais c'est finalement pas le seul levier. On a d'autres choses très pertinentes à faire. On pense notamment, comme on va aller chercher à décarboner ces sources, on pense au Vélic par exemple, on va réduire énormément la consommation de gasoil sur le navire. Mais finalement, une fois qu'on a propulsé notre navire, il reste tous les consommateurs qu'on peut avoir à bord, et qui vont représenter une quantité d'énergie non négligeable dans le bilan du navire. Et donc, on a un gros travail aussi à faire sur les consommateurs du navire et l'efficacité énergétique du navire. C'est comment on transforme l'énergie à bord pour arriver d'une source de production d'énergie, arriver à faire avancer notre navire et à alimenter tous les auxiliaires qu'il peut y avoir à bord. Et donc, on a aussi une multitude de leviers dans ce domaine-là, où on peut travailler soit finalement sur les plus gros points, les plus gros consommateurs, quand on a un consommateur majeur identifié sur le navire, mais aussi sur le cumul de tout un tas de petits consommateurs. Et on le voit finalement sur les bateaux de croisière, on a ce qu'on appelle donc l'hôtel load, la consommation des auxiliaires, qui est très significative, et qui est finalement un cumul de tout un tas de systèmes auxiliaires qui sont nécessaires pour la vie du navire, et sur lesquels on peut agir sur chacun pour arriver à réduire la consommation énergétique globale du navire, ou à la décarboner en apportant d'autres solutions pour transformer l'énergie. Et puis évidemment, tout un tas d'actions possibles aussi sur les sujets de l'efficacité énergétique, du rendement, et puis plus largement sur des sujets smart grid. Et puis, un dernier levier, et non des moindres, c'est d'agir sur l'usage et les étapes de vie amont et aval du navire. C'est-à-dire que finalement, si on arrive à décarboner notre navire sur sa propulsion, sur ses productions auxiliaires, il reste à la fin la construction du navire en lui-même et sa phase de déconstruction, qui peut avoir un bilan carbone non négligeable finalement, une fois qu'on a enlevé le bilan carbone qu'on pourrait avoir par exemple avec la consommation de gasoil. Et puis, il y a un point important aussi, donc c'est les usages qu'on peut faire de tous les consommateurs qui sont à bord. On avait finalement, auparavant sur les navires, une énergie très abondante. C'est comment on vient changer un peu nos usages pour arriver à baisser ces consommations énergétiques et le bilan énergétique global du navire. Et puis, le sujet majeur, et qui fait l'objet
de nombreux débats au sein dans le shipping, hein, c'est la vitesse des navires et donc penser vraiment sur une approche globale et on pense notamment sur des navires à passagers. Quand on fait des dessertes régulières, on a des grilles horaires à tenir, mais on parle tout de suite de la vitesse du navire, mais il y a aussi l'embarquement, le débarquement des passagers, arriver à gagner quelques minutes sur ces phases-là en élargissant les portes d'entrée dans les navires, en travaillant sur les passerelles, on arrive derrière à finalement avoir plus de temps pour effectuer la traversée et donc dans une même grille horaire, avoir une approche finalement énergétique qui reste plus sobre. Donc on a tous ces leviers sur lesquels on peut agir pour arriver finalement à mieux décarboner les navires. Et donc, quand on est dans une approche de conception chez les architectes navals, les chantiers et les armateurs, on agit finalement sur cette chaîne globale et pas uniquement juste sur la propulsion, qui pourrait être finalement le sujet phare sur lequel on voudrait se concentrer uniquement, mais on a une multitude de leviers sur lesquels on peut agir. Ouais, c'est bien un sujet global de l'ensemble de l'analyse de cycle de vie du bateau, pas seulement dans l'usage, la construction. Tu parlais d'énergie abondante avant, c'était juste qu'on avait pris de mauvaises habitudes avec une énergie abondante, où on ne faisait pas attention en fin de compte. Et aujourd'hui, on se pose ces questions-là, ce n'est pas que des sujets de propulsion. Tout à fait. Okay. Et donc, je voudrais faire un petit focus d'une démarche de conception récente qu'on a pu avoir donc sur la Tara Polar Station. Alors, c'est un projet parmi plein d'autres, mais on avait, avec l'armateur, on a une approche vraiment intéressante sur ce projet où il y avait des fortes contraintes, puisque on avait un navire qui part 2 ans en mission au pôle Nord, donc sans possibilité de ravitaillement, et donc on avait un besoin d'autonomie qui était très conséquent pour ce navire. À côté de ça, on avait un environnement qui est particulièrement sensible, hein, puisque c'est un environnement qui est très préservé, et avec une contrainte réglementaire donnée par le code polaire de l'Organisation maritime internationale qui limite très drastiquement les rejets dans ces zones-là, et puis des besoins spécifiques aussi pour les missions scientifiques, puisque il y a tout un tas de mesures qui ne sont pas possibles sur les bateaux actuels, typiquement les brise-glaces polaires qui vont aller faire des missions des campagnes scientifiques, notamment le fait des échappements, par exemple, c'est impossible de faire des mesures atmosphériques. Donc il y avait un besoin fort côté scientifique d'avoir un navire aussi qui permette de mener ce type d'opération. Et donc, toutes ces contraintes-là, mises ensemble, militaient pour une sobriété énergétique très forte de la Tara Polar Station. Donc, on a eu avec l'armateur, donc avec la fondation Tara Océan, donc on a fait une phase d'avant-projet avec eux pour vraiment cadrer les besoins et l'enveloppe et les capacités du navire avant d'entrer en phase industrielle avec le chantier CMN. On a agi donc sur les 3 leviers dont je vous parlais précédemment. Donc, le premier étant, on a travaillé d'abord sur les usages et les besoins pour le navire. Donc, comment on réduit la consommation d'eau à bord, travailler sur les températures de chauffage pour réduire le besoin du système de chauffage, réduire la vitesse du navire au juste besoin par rapport au transfert pour aller en zone arctique. Le stockage de vivres frais, puisque ça nécessite des chambres froides et donc de l'énergie, le stockage des déchets qui sont stockés aussi à basse température, la masse du navire en allant travailler sur le matériau de coque pour réduire ça, parce que l'armateur partait finalement la fondation Tara Océan partait d'une goélette, donc qui était propulsée à la voile, et là s'est tourné vers un bateau qui est vraiment dédié pour être une station dérivante sur la banquise, donc où la voile n'avait pas forcément de pertinence, mais il y avait quand même un sujet sur la propulsion à travailler pour déplacer ce navire et l'amener en zone de travail. Le deuxième point, il y a une petite coquille, donc c'était d'agir sur les consommateurs énergétiques du navire et sur l'efficacité et les rendements. Donc c'est de se dire finalement quelle énergie on peut avoir déjà à bord de disponible entre guillemets gratuitement, et avec quoi comment maximiser son utilisation. Donc on avait notamment sur le navire des groupes électrogènes qui tournaient, donc comment récupérer de la chaleur à bord pour la production d'eau, pour le chauffage, pour l'eau chaude sanitaire, de travailler sur toutes les pertes qu'on peut avoir, et notamment thermiques, hein, c'est le cœur du sujet sur ce navire-là, en travaillant sur des grosses épaisseurs d'isolation thermique et comment les
les installer à bord, des vitrages avec des bonnes performances thermiques, rationaliser tous les consommateurs électriques, donc aller travailler vraiment ligne à ligne dans le bilan électrique du navire pour aller rationaliser ça. Et puis aussi, plutôt que d'utiliser des groupes électrogènes qui convertissent du gasoil en électricité et reconvertir après en chauffage, on utilise directement une chaudière au biodiesel qui va utiliser directement l'énergie, enfin, avec un bon rendement, ce gasoil pour produire aussi un complément d'apport de chaleur au-delà de la récupération sur les groupes. Et puis le dernier levier, donc, c'était d'agir sur les sources d'énergie et la production à bord, donc en utilisant au maximum des sources de production additionnelles, donc des éoliennes, des panneaux solaires. Alors quand il y a du soleil aussi, parce que dans la nuit polaire, c'est un sujet. Et puis d'embarquer du HVO, donc du biodiesel, qui était, après différentes années, la seule source qui permettait de garantir cette autonomie de 2 ans à date. Et puis éventuellement se garder la possibilité d'évoluer dans la vie du navire si ces sources-là d'autres sources apparaissent et permettent cette autonomie. Donc ça a été vraiment un gros travail sur la phase d'avant-projet. Et puis après, une fois que le projet est parti avec un chantier de manière industrielle, ça a été une contrainte dans le choix de l'ensemble des équipements, d'essayer de chercher de l'efficacité énergétique et des équipements qui avaient un bilan le plus faible possible pour le navire, sachant qu'on est dans un navire qui est très contraint, puisqu'il y avait des contraintes dimensionnelles et réglementaires en termes de volume de navire. Et donc, les systèmes et le navire est très, très dense, quoi. Et puis, du fait de l'isolation aussi thermique importante à bord. Et donc, c'est un projet parmi d'autres, hein. Et puis, chez Mauric, on a d'autres projets, avec évidemment des projets sur le Vélic. Tu parlais, Arnaud, du Neoliner Origin, donc, qui était inauguré dans le début de semaine. L'installation aussi d'une voile Wizamo sur un patrouilleur pour les affaires maritimes, des navires qui fonctionnent à l'hydrogène. Et puis, on a aussi beaucoup de projets en cours actuellement sur l'électrification de navires, notamment des navires à passagers pour faire des courtes distances, avec des évolutions très fortes en ce moment sur les batteries grâce à ce qui peut se faire en automobile, et donc de plus en plus de possibilités pour jouer et pour proposer des choses intéressantes en conception aux armateurs, aux exploitants de navires. Okay. Je reviens sur le projet de la station Tara. Sur la colonne de droite, c'était marqué diminution du chauffage, diminution de l'eau, du stockage de vivres. En gros, est-ce que c'est des conditions de vie drastiques ou on y vit bien quand même à bord de la station? Je pensais à ces pauvres scientifiques. On y vit bien. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur le confort à bord et l'ambiance, parce que on part pendant très longtemps dans un environnement isolé et avec une possibilité très limitée de sortir dehors. Et puis pendant la nuit polaire, ça joue particulièrement sur le moral de l'équipage. Donc il y a un gros travail de la fondation sur le confort à bord, sur la sensation de confort, la perception de confort qu'on peut avoir à travers les aménagements, etc. Et par contre, par rapport à des standards marines de commerce, il y a un équipage et les scientifiques sont assez volontaires sur ces sujets-là, mais de limiter la quantité d'eau produite pour les douches, et on est bien en dessous des standards marines de commerce, de limiter les températures de chauffage aussi par rapport à ce qu'on peut voir dans des bureaux ou dans le domestique, où il y a une adhésion, on va dire, volontaire de l'équipage et des scientifiques dans cette démarche-là. Et donc, on n'est pas... ça reste un navire stationnaire où on va pas... c'est pas une ascension de l'Himalaya où on porte ses vivres, mais donc, c'est quand même des conditions de vie qui restent raisonnables et confortables, mais on est dans des standards qui sont beaucoup plus... beaucoup moins généreux, on va dire, que ce qu'il peut y avoir en marine de commerce, pour justement rationaliser toutes les productions de servitude à bord. Ok. Est-ce qu'il a la vocation à servir de démonstrateur, cette station, ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez développées à bord qui du coup se retrouvent dans les autres navires que tu as rapidement évoqués après? Alors, il y avait quand même parce que le navire part longtemps, et donc et il est très isolé, donc il y a quand même un souhait de fiabilité à bord du navire et de redondance. Donc c'est des solutions qui sont finalement
toutes individuellement déjà éprouvées, soit en bâtiment, soit en marine, alors en plaisance ou en marine de commerce, mais qui n'étaient pas forcément toutes mises bout à bout sur le navire, sur un seul navire déjà. Et donc, on est resté sur des choses avec des niveaux de maturité assez élevés quand même. Mais l'idée, c'était vraiment de les combiner et de les faire travailler ensemble pour arriver à un résultat qui soit nettement plus performant que les standards actuels. D'accord. Merci beaucoup, Paul. Jean-Marc, on va passer au sujet de la production d'énergie solaire cette fois. Tu nous as rapidement présenté le projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'effectivement, on parle de panneaux solaires. Tu as dit que ça n'utilisait pas de terres rares, etc. Alors que c'est ce qu'on reproche souvent au solaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le système que tu proposes? Alors, oui, je vais essayer d'être concis. Donc, la vocation d'Eole, c'est de fournir l'autonomie énergétique à des objets isolés ou à des objets mobiles, ce qui pose un certain nombre de problématiques. Et on veut que la solution elle soit propre. Donc, au départ, on a choisi un système photovoltaïque qui présente a priori certains avantages importants pour faire du souple ou de l'enroulable. C'est ce qu'on appelle les OPV, c'est fabriqué en Europe. C'est organique, donc on n'a pas de terres rares dedans, et donc on a l'autonomie stratégique. Ces OPV, ils existent, ils sont fabriqués par 5 ou 6 entreprises européennes qui sont sur leur développement, mais ils posent à l'utilisation en extérieur un certain nombre de limites qu'il faut lever. La première, c'était la résilience face aux conditions marines, et il fallait vérifier la résistance. La deuxième, c'est vérifier qu'on est capable de produire suffisamment d'énergie ou une quantité significative d'énergie eu égard à la surface dont on peut disposer sur des voiles, par exemple, sur des surfaces qui ne sont pas utilisées, étant donné que les OPV, ça pèse à peu près 400-500 grammes du mètre carré au plus lourd, ce qui est un peu lourd pour faire une voile. Alors, en tout cas, une voile de course, pas une voile de transport, mais une voile de course, c'est trop lourd. Pas une voile de plaisance, mais une voile de course, c'est trop lourd. Donc, gérer le poids. La deuxième, donc, une fois qu'on a validé la quantité d'énergie produite et savoir si c'est significatif, il faut arriver à alléger notre système. Donc, on a commencé par faire des essais sur l'Ocean 50 de Layton en 2021 sur la Transat Jacques Vabre. On a fait un petit démonstrateur, un petit drapeau démonstrateur, et on a collé des cellules sur le mât du bateau de Sam Goodchild. Et ça a marché parce que ça a fait l'aller-retour sur l'Atlantique, ce qui n'est pas, pour un premier essai, ce n'était pas un mauvais résultat. Et ensuite, on a fait des prototypes qu'on a mis à l'eau à partir de 2022 pour mesurer la quantité d'énergie produite. Le premier proto qui s'appelle H001, c'était une voile de 100 mètres carrés sur un bateau de 50 pieds et on avait 16 mètres carrés de cellules. Okay. Et avec 16 mètres carrés de cellules, on produit en énergie par jour, parce que c'est en fait ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'énergie qui est produite et pas le rendement, parce que tout le monde nous dit le rendement. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est combien on fait d'énergie. Le rendement est un peu moins. Ouais, les rendements sont pas bons. Enfin, sur le papier, les rendements sont pas bons. C'est clair par rapport à du silicium et tous les acteurs du marché et même les acteurs de l'OPV se cassent les dents sur ce sujet, alors qu'en fait, l'objet de tout le développement, de tous les développements, c'est le sujet de Rowan, c'est avoir suffisamment d'énergie. Donc, on doit parler en quantité d'énergie et pas en rendement. Okay. Après, quand vous avez un rendement plus bas, il faut vous arranger avec les mètres carrés, il faut gérer autrement la solution. Donc, avec 16 mètres carrés, dès le premier prototype, on a produit
par jour, donc en 8 heures de navigation, entre 1 et 2 kWh par jour. Sur un bateau de 50 pieds, ça suffit si on ne vise pas la mobilité, si on vise l'électricité du bord, dont Paul parlait tout à l'heure, qui est toutes les machines. Et on a fait ça, on a fait des essais jusqu'en 2024 qui nous ont permis de voir les points faibles. On a fait aussi une toile solaire organique qu'on a posée en Bavière sur des toits, parce que les conditions sont bien moins drastiques, évidemment, que sur la mer. C'est quand même intéressant de voir ce qui se passe. La différence étant que quand vous êtes sur un toit, vous êtes en position fixe, alors que quand on est sur un objet mobile, on est en position de variation continue de l'irradiance solaire, donc de la direction de la lumière, vis-à-vis des toiles. Et on ne peut pas demander au skipper de les dire, en plus des courants et du vent, mon gars, il va falloir que tu fasses attention à la position du soleil. Ça ne va pas marcher très bien. Et souvent, il n'y a pas de soleil. Et puis, on s'est demandé pourquoi on obtenait, enfin, on avait une idée, hein, avant de partir quand même, on n'a pas fait ça au hasard en se disant ça va marcher. Tout le monde sait que quand on va en mer, on prend des coups de soleil sur les bateaux. Et donc ça veut dire que l'irradiance globale du système est beaucoup plus importante que sur la Terre. Ça veut dire que l'énergie lumineuse que vous arrivez à capter sur une voile, elle est beaucoup plus importante que quand vous l'avez sur Terre. Et donc la position de cellules solaires qui marchent des deux côtés, parce que les OPV, ça marche sur bifacial, sur une voile, c'est parfaitement pertinent. Alors, on a suspendu du silicium souple à côté pour voir combien on avait d'énergie collectée pour se faire une idée de l'avantage. On a mesuré qu'on produit 2 à 3 fois plus d'énergie que le silicium dans les mêmes conditions sur la mer. Donc, ça a validé l'idée que essayer d'intégrer des OPV dans une voile, donc de faire de la voile solaire vraiment, puisque c'est un objet, c'est une vraie voile avec toutes les performances véliques, c'était une bonne solution. L'orientation sur la voile est plus performant finalement que sur le pont. Ah ouais, parce que en fait, tu prends supposons un bateau qui va à l'ouest, il va prendre sur une face la lumière depuis le sud, donc il est dans les conditions d'irradiance les meilleures, mais on a une réflexion sur la mer de 10 à 60%. Ça fait de la lumière diffuse qui revient dans la voile, donc on prend déjà plus qu'un soleil, si j'ose dire, mais c'est des deux côtés. Donc au bout du compte, on va prendre 2 soleils et demi ou quelque chose comme ça, ou 2,2 soleils d'énergie, alors que si je mets un panneau de silicium, il va prendre une fois le soleil. Parce qu'il ne réagit pas bien à l'énergie diffuse, et puis le silicium, il ne réagit pas bien quand il fait gris, mais pas bien du tout, et il ne réagit pas bien non plus quand il fait trop chaud. Ce qui fait qu'on ne connaît pas les résultats des équipes IMOCA c'est assez difficile de se faire une idée des résultats qu'ils ont, mais on a le sentiment que le silicium, globalement, il ne marche pas bien. Même quand il est à fort, même quand c'est du CIGS, c'est une autre technologie assez rare, même quand il est utilisé sur des bateaux qui vont ou dans des eaux équatoriales, où on a plein de lumière, théoriquement, et puis après, ils vont dans des eaux, dans les mers du Sud, où on n'a pas de lumière du tout, ou très très peu. Eh bien, nous, on a constaté que le dispositif OPV, il marche bien quand il n'y a pas beaucoup de lumière, et comme il est bien positionné sur la voile, ce qui n'est pas possible avec le silicium, eh bien, on prend de la lumière de partout, donc on a un gisement qui est plus riche, donc on fait plus d'énergie. Donc en termes d'énergie produite, on dégage un avantage certain. Et aujourd'hui, on est un peu lourd, donc on peut faire des voiles de plaisance, et c'est la prochaine voile qui sortira de nouveau en prototype. Pour finir de valider l'histoire, on sera aux alentours d'un poids de 400 grammes, 500 grammes par mètre carré pour les parties cellules solaires, mais notre objectif, c'est 200 grammes. Donc en fait, notre travail,
c'est de faire de la toile solaire organique, on peut l'utiliser, cette toile, on peut l'utiliser pour faire des bâches de bateaux, hein, des bulks sur des cargos, sur des péniches, sur des piscines, sur des camions, voilà. Et donc, nous, on est en R&D, à l'heure actuelle, on a fait 5 prototypes, on a beaucoup de résultats. On vient de lancer un dernier prototype sur le Coesio qui part pour la course. Là, c'est des bâches aéro. C'est la deuxième fois qu'ils nous laissent une place et je les en remercie pour faire des essais. La première fois, ça fait grosso modo une traversée et demie de l'Atlantique et ça a craqué. Donc, on a renforcé le système. Et l'objectif de ce proto, puisqu'on sait à peu près ce que ça produit et on sait comment faire pour que ça produise suffisamment, c'est de vérifier que non pas la bâche en elle-même, c'est-à-dire la partie vélique résiste, parce que ça, on sait faire avec notre partenaire qui est Flexon. Qu'est-ce que tu appelles une bâche aéro chez Coesio? Alors sur le Coesio, la bâche aéro, c'est un dispositif qui se pose sur une partie du filet entre les bras et les flotteurs. Oui, alors c'est des petites surfaces. L'objectif pour eux, c'est de créer une dépортance du bateau pour lui permettre de monter plus vite sur ses foils. Mais cette bâche, on a mis des OPV à l'intérieur. Et ça prend des claques phénoménales à l'endroit où c'est. C'est bien exposé. Notre objectif, c'est de tenir 1200 heures ou 1500 heures. Pourquoi 1200, 1500 ? Parce que c'est le temps de faire un Vendée Globe, hein, mais même si c'est un objectif dans 4 ans. Et c'est, si on parle en termes de voile de plaisance, ça représente 5 ans de navigation, quoi, grosso modo. Donc, pour avoir une mise sur le marché, il faut qu'on ait vérifié les durées de vie des opérateurs. Donc, pour simplifier, on a, avec la technologie qu'on est en train de développer, on a validé que pour un voilier, on sait déjà aujourd'hui, et avec les rendements dont on dispose qui sont en cours d'amélioration, de doublement, on peut alimenter le bord d'un voilier. Et évidemment, il faut 15 mètres carrés pour un 50 pieds, pour un 100 pieds, il faudra le double certainement, enfin, à peu près. Mais la quantité d'énergie, on sait la produire. La durée de vie et la qualité vélique, on sait faire. On a après une autre problématique, c'est le poids, mais on a une solution qui fait partie de notre R&D et on a la solution. Donc, il reste à la mettre au point, ce qui n'est quand même pas une sinécure, mais bon, il faut la mettre au point. Et puis, il y a une problématique assez importante, c'est que si vous sortez des kilowattheures, vous avez une quantité d'énergie importante à sortir de la toile. Ça veut dire que vous avez des câbles importants. Ce n'est pas le cas quand vous sortez quelques kilowattheures, mais que si c'est des dizaines de kilowattheures, vous commencez à… Par exemple, si on rêve de faire une bâche sur le canopé, une bâche de cale, on a fait une préétude, et là, on va sortir d'une bâche ce serait une bâche de 700 mètres carrés, vous imaginez, on va sortir 60 ou 70 kilowatts pour arriver à alimenter le bord. Ça fait des câbles énormes, à comparer à ce qu'on a sur les bateaux avec des charges. Rowan, tu voulais réagir? Oui, juste une question, Jean-Marc, c'est super intéressant. Vous avez cité les autres applications aussi. C'est quoi, dans le secteur de la voile et la plaisance, comment intégrer cette solution avec les ateliers de voiliers, par exemple? Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Avec le Sail Loft, North Group, One Sails, etc., comment intégrer cette option avec eux? Avec comment les autres travailler ensemble? Alors aujourd'hui, on travaille avec Flexon. C'est un nom qui doit te parler, puisque c'est Flexon qui fabrique les voiles de One Sails, donc les voiles que vous utilisez. La membrane, ils fabriquent les membranes pour fabriquer les voiles One Sails, c'est ça? Et j'insiste, c'est de la membrane verte, hein, mais vraiment verte. Il y a 0 carbone, il n'y a pas de Kevlar, il n'y a rien, c'est vert. C'est 100% recyclable. Et l'OPV, il est 100% recyclable, avec une empreinte carbone qui est inférieure à 10 grammes d'équivalent carbone par kilowattheure. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins que de l'hydroélectricité. Bon.
C'est non, pas beaucoup moins. C'est à peu près bien, l'hydroélectricité. les cellules photovoltaïques, elles sont ajoutées à la membrane ou c'est la Intégrées membrane dans la elle-même qui est composée de cellules? Nous, on est dans la toile. C'est-à-dire Dans que la toile. la cellule, nous, on achète les cellules et on les encapsule dans la voile. Ok. C'est vraiment, et ça fait une voile. C'est-à-dire que vous avez un dispositif, une voile solaire organique, c'est comme une voile flexion habituelle, enfin, ou one cell habituelle. Elle va être un peu plus lourde aux endroits où on a mis des cellules, okay, peut-être un peu plus difficile à replier ou à abattre. Il faut être un peu plus précautionneux, mais sinon c'est pareil. Du point de vue vélique, c'est la même chose. Ok. Je me demandais. C'est quoi le chemin de commercialisation? Vous avez parlé, vous êtes toujours en phase R&D. Ouais. C'est quand on peut aller dans un accastillage et voir cette solution dispo pour le MES? Si on valide la durée de vie des cellules, puisque le problème, ce n'est pas de valider la durée de vie de la voile elle-même, mais des cellules sur le cohésio, et qu'on est en position de pouvoir dire à un client que ça va durer au moins 5 ans, la voile, on pense faire la première offre commerciale en juillet 2026. Parce qu'on sera au bout du développement pour faire de la voile solaire à plus de 200 grammes par mètre carré. Mais on pourra faire une offre commerciale à ce moment-là, sérieusement, qui puisse donner satisfaction au client, quoi, qui ne soit pas une surprise. Tu as évoqué l'intérêt d'être en mer pour avoir capté beaucoup plus de soleil qu'à terre. Mais faire de la R&D dans le maritime, est-ce que c'est quand même plus compliqué qu'ailleurs? Est-ce que c'est seulement l'intérêt de la production d'énergie ou c'est un peu preuve de concept? Est-ce que l'environnement maritime, une fois que ça marchera dans cet environnement-là, la réponse, c'est oui et non. Le fait que ça marche dans l'environnement maritime, ça veut dire qu'on a la résilience, on peut faire n'importe quoi avec. Donc, au bout du développement, si on tient avec une toile à 200 grammes du mètre carré, parce que c'est l'objectif en environnement maritime, je ne vois pas plus difficile. On tiendra aussi pour faire une enveloppe de dirigeable, parce qu'on a un projet en enveloppe de dirigeable. Ça ira aussi pour faire des bâches de piscine, ou pour faire des bâches d'immeubles, ou pour faire des bâches de bulk, ça tiendra. Donc ça, c'est l'avantage de trouver des partenariats ou des essayeurs dans la course. L'intérêt, c'est que les conditions sont extrêmes. Donc, je remercie encore Erwan Leroux qui nous fait une place sur son bateau, c'est quand même bien. Et puis, c'est pas commun parce qu'on essaye d'approcher d'autres équipes et très souvent, on se heurte à la question de vitesse que Rohan a soulevée. C'est-à-dire qu'on dit non, attends, ça va peser. Moi, je veux aller vite. De toute façon, des voiles qui marchent bien, il n'y a que Tartampion qui fait des marches. Okay. Ça, c'est compliqué. Et puis, la motivation et d'éco-responsabilité des fabricants, elle est quand même assez basse. Si c'est du greenwashing, il ne dépensera rien. Et nous, notre configuration de business, elle est assez simple. J'ai levé des fonds. On a eu un abondement de la BPI. Donc, on a financé notre R&D, mais je ne peux pas financer les prototypes. Donc, il faut que je trouve des partenaires. Mais j'en ai plusieurs. Hein. J'ai 6 industriels dans différents domaines qui marchent. Mais il me faut trouver des gens qui disent « Ok, je veux bien essayer un prototype. Je ne veux pas le payer des dizaines de milliers d'euros, mais je peux participer à ça. » Si on arrive à ça, on pourra faire aussi de la course. Mais bon, c'est un peu d'autres courses. Il y a des petites questions dans le chat pour toi, Jean-Marc, sur les questions de SAV. C'est peut-être
encore un peu tôt, là, tu es vraiment en preuve de concept de résistance, mais j'imagine que dans ton modèle, tu penses Ouais. à justement à l'entretien, à changer des cellules. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a passé les 1500 heures? Alors, c'est une question extrêmement pertinente. On ne peut pas envisager de commercialiser des voiles solaires, ni en plaisance, ni pour des cargos, sans être capable d'avoir un système de dépannage si c'est nécessaire, si les cellules cèdent. Dans le cadre de la R&D, il y a une branche de la R&D qui travaille là-dessus, c'est-à-dire dans la façon d'encapsuler, la façon de rouvrir ou de refermer ou pas, donc dans la conception. Pardon, dans la conception du système. Il y avait une autre question sur les performances énergétiques, mais tu n'auras peut-être pas la réponse. Est-ce que elles sont similaires en mer ou en fluvial? C'est vrai que les niches embarquent un certain nombre de bâches. Alors, moi, je viens de l'éclairage. Donc, on a la problématique de collecter la lumière. C'est la même problématique quand on fabrique un luminaire, d'envoyer la lumière. C'est juste en sens inverse, quoi. Et comme en plus les OPV, c'est des OLED, on est assez proche. Donc sur un fleuve large, je pense qu'on peut profiter, si c'est, je sais pas, le Rhin ou pas la Loire, mais si c'est le Rhin ou la Seine en bas, on peut profiter des réflexions. Si on est sur un canal, non. Surtout si c'est un bulk sur une péniche, on n'aura pas de réflexion. On n'aura que l'irradiance verticale. On a parlé des problèmes de poids, Rohan ou Paul. C'est un sujet pour la course au large, effectivement. Plus le bateau est léger, plus il va vite, en théorie. Est-ce que c'est une limite, ce poids pour la course au large? Et est-ce que c'est le poids ou les masses, c'est un sujet aussi dans le monde du maritime? Peut-être Rohan en premier. Est-ce que c'est une limite aux énergies renouvelables à bord des bateaux de course, ces questions de poids? Ça dépend totalement sur les objectifs de l'équipe, parce qu'on a souvent posé les questions qui va gagner le course de Transat à la Vendée Globe. Mais en fait, c'est quoi le race? C'est le gagnant, c'est le premier de traverser la ligne, plus la meilleure équipe qui promouvait des nouvelles technologies et des innovations. Parce que c'est vrai qu'on est assez compétitif. On a fini 3e, 4e dans notre petit groupe de drivers de Vendée Globe. En fait, avec toutes nos technologies, nos choses un peu différentes, diverses, on a fini à 30 minutes après Jean Le Cap. Donc, c'est toujours, quand vous avez des choses qui marchent, en fait, il y a moins de poids mental aussi. Donc, si vous avez une technologie que vous savez va augmenter l'essence de batterie, etc., on peut se concentrer sur la navigation, sur la performance de soi-même. Et vraiment, il y a des bénéfices comme ça. Donc, oui, on peut ajouter quelques poids ici et là, mais déjà, comme j'ai évoqué au début, si on a moins de 300 litres de diesel, mais c'est gagnant-gagnant. Effectivement, vous avez gagné le prix de la décarbo, en fait, de la décarbonation. Sur le poids, sur la gestion du poids, je crois que, et c'est certainement le sujet de Paul, c'est une question de gestion globale. Parce que on a des dispositifs, par exemple, comme l'OPV, ils viennent remplacer d'autres dispositifs, donc, qui sont nécessaires à produire de l'énergie. Donc, le poids, si j'ose dire, le poids par kilowattheure produit et stocké, c'est un ensemble assez complexe à gérer. Et je crois que j'ai le sentiment que pour le moment, les visions, elles sont un peu brutes de réflexion. Hein. On nous parle de poids. Quand je rencontre des skippers pour lesquels j'ai le plus grand respect et qui me parlent de poids,
j'ai l'impression que leur analyse, elle ne va pas au bout, quoi. Parce que Rowan disait qu'ils n'avaient pas emmené 300 litres de diesel. Ça pèse quand même si ça flotte sur l'eau, ça fait quand même, je ne sais pas, 200 kilos ou quelque chose comme ça. Donc, si je mets 200 kilos et je rapproche de 500 grammes du mètre carré, j'ai quelques mètres carrés d'OPV pour tout ça, quoi. Donc, enfin, voilà. Paul, c'est au-delà des questions de masse, quelles sont les limites aujourd'hui de l'intégration des énergies renouvelables? Est-ce que c'est justement, on parle de mix énergétique, on va faire venir différentes sources de production d'énergie. On a bien vu le côté global et puis le côté presque facile d'économiser les grandes masses. Et après, on sait que c'est les derniers kilowatts à gagner qui sont toujours plus compliqués. Mais c'est quoi aujourd'hui les freins de développement d'énergie renouvelable sur à bord des gros navires, enfin des plus gros navires? Alors, pour l'instant, enfin, donc si on prend le premier cas, celui dont on vient de parler, le solaire, souvent c'est, on va utiliser, c'est de l'opportunité, c'est-à-dire que on va pas agrandir le navire pour augmenter la surface de panneaux solaires sur le pont parce que on boucle pas, on va dire en termes de, enfin, rajouter 10 mètres au navire en termes de poids, ce qu'on va prendre sur le navire par rapport et de supplément d'énergie à apporter pour le propulser par rapport à ce qu'on va gagner en surface de panneaux solaires, ça va pas boucler. Par contre, c'est de l'opportunité de se dire qu'est-ce qu'on a comme surface sur le pont disponible ou qu'est-ce qu'on a dans le gréement quand on travaille sur un navire à propulsion vélique. Et donc, c'est vraiment une surface de voile fonctionnellement, elle propulse le navire, mais à partir du moment où qu'elle soit couverte de panneaux solaires ou non couverte de panneaux solaires, autant la couvrir et c'est une opportunité à saisir. Des petits soleillement ou connexion, mais il est figé là. Voilà, j'en profite pour Paul, la connexion n'est pas très bonne. De traîner. J'en rebondis sur ce que aérodynamique. Si on utilise une surface qui va Attends, je marque. On va voir si on récupère le signal. Alors, juste 2 secondes. Paul, tu as été coupé en cours de route. Non, ça ne marche toujours pas. Voilà. Jean-Marc, je t'ai coupé la parole. Mais la réaction de Paul est absolument logique. Il ne s'agit pas d'agrandir des surfaces, mais on a des surfaces disponibles. Et faire de l'OPV, de la toile solaire organique pour faire des voiles solaires, c'est utiliser de la surface disponible. La limite d'utilisation, c'est garder les performances véliques et ne pas rajouter de poids quand on est en général, et surtout pas sur une voile de course. Mais c'est pour ça qu'on vise un 200 grammes par mètre carré. Mais il n'est pas question de monter les surfaces. Et une des problématiques du silicium, en dehors de son poids, c'est qu'il faut le mettre à plat ou à peu près. Et là, on utilise les surfaces de pont, les surfaces de tout ça. Ça ne fonctionne pas parce que la double fonctionnalité circuler et fabriquer de l'électricité, c'est vraiment limité, quoi. Donc, dans ce genre de réflexion, la solution toile solaire organique pour faire des voiles est beaucoup plus rationnelle dans un développement que de mettre du silicium sur un bateau. D'abord, on n'a pas la problématique de poids, parce que quand même, le silicium, même souple, ça pèse 3,7 kg au mètre carré. Nous, on est à 500 grammes, donc il y a de la marge. Hein. Ouais. Et on n'est pas obligé de le mettre sur le pont où on circule, ou je ne sais pas, il se passe un tas de choses. Et en plus, l'orientation sur le pont, c'est pas bien du tout, quoi. C'est bien sous l'équateur et encore s'il ne fait pas trop chaud, mais en termes d'irradiance, dans les mers du Sud, il n'y a pas de lumière qui arrive sur le pont. Donc, on n'a pas d'énergie lumineuse qui arrive, donc on ne produit pas d'énergie. Donc, les résultats sont probablement, j'en sais rien, je ne les ai pas vus et je n'ai pas de validation. Mais je suppose que les résultats sont très mauvais
en production énergétique dans les mers du Sud. Pour peut-être répondre à une partie de la question, il y a Nicolas dans le chat qui représente Littoral Énergie Partagée qui propose d'essayer l'étoile sur son ponton expérimental à l'Armor-Plage, où Conrad sera bientôt branché en injection électrique aussi, je crois. Donc, on vous mettra en relation, on vous en enverra vos coordonnées. Donc c'est parfait. On a perdu Paul, malheureusement. Ouais, malheureusement. Qui voulait apporter une vision maritime aussi très intéressante. Vous retrouverez les contacts aussi de nos intervenants. On arrive au terme de ce Sailing Café. Merci beaucoup, Rohan. Merci, Jean-Marc, et merci à Paul pour vos interventions. C'était passionnant. J'espère vous avoir fait avancer sur le sujet ou découvrir un petit peu ces univers-là un petit peu plus. Le prochain Sailing Café sera sur la question de la réglementation, CSRD, etc. Toutes ces choses très complexes. On va essayer de vous apporter quelques lectures de ces sujets-là en termes d'obligations, entre autres. Voilà, merci. À bientôt, Rohan, et à bientôt, Jean-Marc. Merci Arnaud. Merci Jean-Marc. Bonne course, Rohan, parce que ça va être tendu. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.